Alors j'ai dit très succinctement qui vous étiez, mais je vais vous laisser vous présenter, voilà, un peu plus longuement. J'ai resitué un petit peu la demande qui vous avait été faite et qui s'inscrivait dans nos orientations. Et donc, voilà, je vous passe le micro avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis impressionnée par une telle assistance, mais je suis heureuse d'être là. Alors je vais prendre mes lunettes d'abord. Lunettes, micro. Alors au fond, oui, je suis heureuse d'être là à l'occasion de cette pré-rentrée scolaire, cette veille de rentrée, et je vais vous proposer une réflexion finalement très généraliste, c'est-à-dire très humaniste. Je vais vous parler de l'éducation. C'est le lieu et c'est le jour, peut-être. Je vais vous parler de la transmission. Et puis après, on va un peu buissonner, mais je garde un peu le mystère pour le moment. Au fond, on ne choisit pas l'époque où on arrive au monde. Et nous sommes là, en ce début du XXIe siècle, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, à un moment très singulier de l'histoire des hommes. Depuis 30 ans, nous sommes saisis par un gigantesque changement. Nous vivons une énorme mutation culturelle. Mutation qui est simultanément géopolitique, technologique, biologique, écologique. C'est non seulement le monde humain, mais l'homme dans ce monde qui n'est plus le même. Les grandes références de la condition humaine, la naissance, l'éducation, la vie de couple et de famille, le rapport au travail, le regard posé sur la nature, sont en train de changer. On pourrait ajouter aussi la vieillesse, la mort sont en train de changer. Certains applaudissent au changement, d'autres annoncent l'apocalypse. Eh bien, ce matin, je vous propose d'échapper à l'alternative et de réfléchir à l'idée suivante. Cette mutation n'invite-t-elle pas à de nouvelles voies d'humanisation? Plus précisément, l'école et la famille seraient-elles impliquées dans cette vocation humanisante? Comment? Commençons par la question éducative qui est extrêmement préoccupante aujourd'hui. Avant de s'y engager, je voudrais la resituer dans son contexte familial. Souvenez-vous. Souvenez-vous que jusqu'aux années 70-80, les parents étaient en général des gens mariés qui élevaient des enfants qu'ils avaient en général mis au monde. Cet état de fait n'est plus du tout une évidence. On peut être l'enfant d'un couple qui ne vous a pas conçu par des parents qui ne vivent pas en couple, éduqué par des parents qui n'ont pas de statut légal. En boutade, on dira que les parents ont moins d'enfants et que les enfants ont plus de parents qu'autrefois. On ajoutera que le nombre des parents que l'on a est susceptible de se modifier au cours de la vie. Dit autrement, la famille traditionnelle, ce qu'on appelait la cellule familiale, s'efface au profit de modèles nouveaux. Famille décomposée, transitoirement parfois, ou recomposée, première ou seconde famille, parentèle élargie, famille mono ou homoparentale. Mais quelle qu'en soit la forme, traditionnelle ou plus atypique, la famille contemporaine est fortement marquée par notre individualisme ambiant. C'est une famille démocratique, qui n'a plus rien à voir avec la famille patriarcale. C'est une famille dans laquelle les différences hommes, femmes et parents-enfants se sont grandement estompées. Une famille dans laquelle la hiérarchie est donc peu marquée, et une famille dans laquelle le souci d'égalité est extrêmement présent. On pourrait parler de crispation égalitaire.
Cette famille démocratique est une famille sur laquelle plane l'ombre de la rupture. En France, 46% des mariages se termineront en divorce. À ce chiffre, il faut ajouter les séparations de couples non mariés. Ce qui veut dire que dans la mouvance de l'amour, le mariage est devenu résiliable. On se marie parce que l'on s'aime, on se sépare parce qu'on ne s'aime plus. Voilà sans doute pourquoi on parle moins aujourd'hui de divorce que de démariage. Notez la banalisation du mot, du fait. Une conséquence majeure de cet état de fait, c'est la dissociation entre la conjugalité et la parentalité. Avec cette question qui constitue un véritable défi pour les générations à venir, comment concilier le temps parfois court de la vie de couple et le temps nécessairement long de l'éducation des enfants? Est-il possible de rester un couple parental quand on n'est plus un couple conjugal? Ça, c'est un défi important. Enfin, il faut noter que cette famille est très sentimentale. On y parle beaucoup d'amour, on l'exprime, on le verbalise. C'était loin d'être le cas aux générations antérieures. Disons les choses autrement. Dans la famille d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sentimentalité et beaucoup moins de stabilité. On se dit beaucoup plus que l'on s'aime, mais on se sépare davantage. Voilà jeté à très gros traits l'esquisse sociologique de la famille contemporaine. Il y manque 1000 nuances. Néanmoins, c'est dans ce paysage mouvant, confus, brouillé parfois, que se pose à nous la question de l'éducation. Nous vivons dans une société anti-éducative. L'idéal de notre société marchande, c'est de vivre en illimité. C'est d'assouvir ses besoins, ses pulsions. Tout est possible, ou presque, tout est permis, ou presque, tout se doit, tout se veut, tout s'exige. L'éducateur qui doit limiter, différer, interdire, est donc seul contre toute une culture. On pourrait dire qu'éduquer aujourd'hui, c'est faire un acte de résistance. Et ce fait occidental, éduquer en résistance à la société dans laquelle on vit, est absolument inédit dans l'histoire des hommes. Voilà pourquoi bon nombre de parents et d'enseignants se trouvent en désarroi éducatif. Ils sont sans arroi, ils ne sont pas arroyés, équipés pour le voyage éducatif. Ils sont en désarroi parce qu'ils ont la difficile mission d'éduquer dans un contexte où l'autorité est culturellement délégitimée, c'est-à-dire très vite assimilée au pouvoir, à l'abus de pouvoir, perçu comme une maltraitance possible. Dans ce contexte incertain, se développe une éducation que l'on pourrait qualifier de contractuelle, sorte de partenariat éducatif entre deux générations, auquel est associé le mythe de l'autonomie précoce. Alors je vais m'arrêter un instant sur ce mythe, auquel j'aimerais vous sensibiliser. Il y a aujourd'hui une urgence à grandir. Très vite, il faut que le petit soit grand. Il faut qu'il s'adapte au rythme des adultes. Il faut qu'il sache, qu'il comprenne, qu'il décide. Cet enfant-là serait considéré comme un être achevé, un individu à part entière, en quelque sorte un adulte en miniature, juge de ses intérêts et de ses besoins, fort de ses opinions et de ses goûts. Il n'aurait plus besoin d'être élevé. Et il deviendrait possible de se dédouaner de l'action éducative. L'amour donné suffirait à l'épanouissement, et l'épanouissement tiendrait lieu d'éducation. Allons, est-ce possible?
L'Antiquité différenciait le temps chronologique, chronos, du temps propice, kairos. Eh bien, partons de cette distinction. À l'échelle d'une vie, l'enfance constitue un temps propice, on pourrait dire une période propice, voire critique, à d'importantes acquisitions psychiques. Je pense à la sécurité interne. Je pense à l'apprentissage de l'auto-limitation, qui suppose une certaine tolérance à la frustration. Je pense au sens de l'autre, qu'on appelle l'altérité. Je pense à l'usage des mots. Je pense à la capacité à se réjouir, à la capacité d'admirer, à la capacité de s'émerveiller. Ces acquis de l'enfance, de la première enfance, sont constitutifs de l'identité en construction et sont à la base de l'équilibre, comme le sont les fondations ou les murs porteurs d'une maison. Certes, ils pourront être rattrapés ultérieurement, mais beaucoup plus difficilement. Un peu comme une langue étrangère en comparaison d'une langue maternelle. Et je vous assure que je vois souvent des adultes qui courent toute une vie pour apprendre ce qui n'a pas été acquis au début. On ne le répétera jamais assez. L'enfance, c'est le temps de la fondation. Il s'agit de prendre racine. Il s'agit de se fabriquer un ancrage, un sol d'ancrage. Cet ancrage sera déterminant dans ce qu'on pourra appeler la force psychique ou la force vitale, si vous voulez, d'une personne. La force psychique ou la force vitale d'un être humain, je pense que si vous demandiez à plusieurs personnes, vous auriez une définition différente. La mienne serait celle-ci, elle est simple. La force psychique d'un être humain, c'est sa capacité à affronter le réel. La vie peut avoir ses accidents, ses épreuves, ses ruptures, ses inévitables turbulences, et elle les a, mais au fond, elle sera traversée, elle sera vécue, elle sera dépassée. En d'autres mots, selon la façon dont une personne est fondée en elle-même, elle parviendra à affronter le réel de la vie, de sa vie, heureux ou moins heureux. Or, cette mode actuelle, qui court-circuite une période fondatrice, une période de fondation, qui consiste à faire de l'enfant un adulte en miniature, tout en lui permettant de conserver les avantages de l'enfance, peut se révéler une fausse piste, un non-sens, un contresens, et parfois compromettre grandement l'avenir. Disons les choses simplement. Les enfants ont besoin d'être des enfants. Ils ont besoin de s'adresser à plus grand et à plus fort qu'eux-mêmes. Ils ont besoin que leur soit désignée la place, leur petite place, leur place de petit. Sans verticalité, sans ascendance, comment peuvent-ils s'élever? Les enfants ont besoin d'interdits et de limites. Ce qui résiste construit toujours. Mais si rien ne résiste, si tout est permis, si tout est donné d'emblée, où réside la promesse? À quoi bon grandir? Les enfants ont besoin d'être aimés, juste aimés, bien aimés, sans passion. Et il n'est pas bon qu'ils soient courtisés, adorés. La seule façon de les aimer, c'est de leur apprendre l'amour du monde. Voilà ce qui fonde un être humain au tout début. Voilà ce qui augure de sa maturité et de sa force de vie. Nous qui sommes en charge d'éducation, nous avons donc à différencier la précocité de l'autonomie. Trop de précocité n'augure pas de l'autonomie à venir, voire même fait le lit d'une vulnérabilité plus tardive possible. Cette vulnérabilité se révèle souvent après coup, à l'âge adulte, quand la vie est moins porteuse, quand les difficultés se présentent. Il y a une corrélation forte entre les carences éducatives
et les troubles psychiques de la vie adulte. Là-dessus, tous les psys sont d'accord, ce qui est rare. Il y a une corrélation forte entre la précocité et l'immaturité. Laissons donc au temps de l'enfance son temps. Laissons à nos enfants le temps de l'enfance. Ne les hâtons pas. Ne forçons pas leur talent, mais veillons à ce qu'ils se déploient. Catherine de Médicis, mère de 3 rois de France, avait ce joli mot. Les petits sont tardifs, mais ils iront loin. Je reformule, la confiance n'est pas l'ennemi de la patience. La lenteur ne contredit pas la maturité. Nous disions tout à l'heure qu'éduquer, c'est aujourd'hui un acte de résistance. Or, il n'y a pas d'humanisation possible sans éducation. Éduquer, c'est aider à devenir humain. C'était d'ailleurs la définition de Dolto, qui disait on devrait remplacer le terme d'éducation par celui d'humanisation. Eh bien, un grand défi de nos sociétés contemporaines occidentales, c'est de nous convaincre de notre légitimité éducative. Je devrais ajouter de nous convaincre mutuellement de notre légitimité éducative. Nous sommes légitimes parce que ce qui fonde l'autorité, c'est l'autorisation à venir. Aujourd'hui, petit, tu ne peux pas. Mais un jour, le temps venu, toi aussi, tu seras autorisé. Tu seras auteur. Et c'est pour te rendre auteur qu'auprès de toi, je fais autorité. C'est ce qu'on pourrait appeler l'amour d'autorité. Faire autorité, c'est aimer l'enfant au-delà de lui-même et au-delà de l'adulte qu'il sera. En matière d'éducation, il n'y a pas d'amour véritable sans autorité. Il n'y a pas d'autorité véritable sans amour. Non seulement nous sommes légitimes, mais nous sommes fiers. Car c'est une fierté d'élever un enfant et de le mener à hauteur d'homme. Pourquoi oublie-t-on d'en parler? Pourquoi parle-t-on de l'éducation comme d'une sale besogne, incomprise d'un côté, épuisante de l'autre? Pourquoi ne réhabilite-t-on pas l'admirable engagement de l'éducateur qui aujourd'hui travaille bien souvent seul et contre tous? Alors engageons-nous ensemble dans la question éducative. En ces temps difficiles, l'autorité a besoin d'être relayée, partagée, parlée. Elle a besoin d'être collégiale. Nous, les parents, faisons alliance avec l'école et les enseignants qui nous le rendront. Nous, les enseignants, faisons alliance avec les familles qui nous aideront. Nous, les parents, les enseignants, les psys, faisons alliance avec nos enfants eux-mêmes qui un jour nous remercieront. Pas très éloignée de la question éducative, il y a celle de la transmission. C'est le deuxième point de mon exposé. Dans son très beau livre, François-Xavier Bellamy, son livre que je vous recommande parce qu'il est à la fois très dense et très simple d'accès, ce livre s'appelle « Les déshérités, l'urgence de transmettre ». Eh bien, dans ce livre, François-Xavier Bellamy montre en substance que nos enfants sont déshérités. Ils sont pauvres, dit-il, de tout ce que nous ne leur avons pas donné, de tout ce que nous ne leur avons pas transmis. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Pourquoi avons-nous autant de mal à transmettre? Transmettre le savoir, est-ce encore bien utile? Se demandent certains. Le savoir est partout disponible, à la portée d'un clic, d'un blog, d'un site, d'un portail. Le savoir court sur le web. Les vieilles méthodes d'instruction s'épuisent, le livre en papier est à bout de course, et bientôt nous oublierons de tourner les pages d'un livre comme nous avons déjà oublié de tenir le stylo pour écrire. Que peuvent encore dire un cours magistral, un manuel scolaire, un tableau noir, une craie qui grince? Qu'est-ce qu'un prof peut encore nous apprendre? Et puis,
tout change si vite, si radicalement. N'est-il pas plus important aujourd'hui d'apprendre le nouveau que de transmettre l'ancien? Le passé peine à faire référence. Il semble inutile d'y chercher des repères, des valeurs, un enseignement, une intelligence qui aide à vivre. De tels propos, amplement médiatisés, imprègnent nos mentalités. Quel crédit leur accorder? Car au fond, y a-t-il une pédagogie possible hors du vis-à-vis, hors de la parole donnée et reçue? Si la connexion et plus largement la technologie ouvrent aux apprentissages objectifs, n'est-ce pas la rencontre d'homme à homme, de maître à élève, éminemment subjective, intuitive, affective, qui ouvre au désir d'apprendre? Vous vous souvenez peut-être de la façon dont Albert Camus, dans Le Premier Homme, parle de son instituteur, M. Germain. Voilà ce qu'il dit, c'est très beau. Dans la classe de M. Germain, pour la première fois, les élèves sentaient qu'ils existaient et qu'ils étaient l'objet de la plus haute considération. On les jugeait dignes de découvrir le monde. Et nous-mêmes, n'avons-nous pas en mémoire et dans le cœur le souvenir d'un enseignant, d'un éducateur qui, par l'intérêt qu'il nous a porté, a influencé nos choix de vie? En réalité, la transmission déborde largement la question du savoir. Elle tend vers une connaissance beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. On transmet une certaine vision du monde, une intelligence de la vie, une expérience, une manière de penser ou d'agir. D'une génération à l'autre, la transmission est un souffle passé. En ce sens, la transmission ne se réduit pas à la conscience qu'on en a. On transmet comme on transpire, bien au-delà de notre volonté et de notre conscience. On transmet ce que l'on ignore de soi-même. Et nos enfants, nos petits-enfants, nos élèves ne s'y tromperont pas. Ce qu'ils retiendront, c'est sans doute moins ce que nous disons, ce que nous donnons, ce que nous faisons, que ce que nous sommes. Ce qu'ils retiendront, c'est une certaine façon d'être, un savoir-être, un désir d'être qui nous constitue en même temps qu'il nous échappe. Car bien souvent, nous ne savons pas ce qui émane de nous. Je voudrais creuser un tout petit peu, cette question de la crise de la transmission en la rapprochant d'une autre crise, sans doute plus profonde et plus silencieuse, qui est la crise de la temporalité. La temporalité est un mot aussi, c'est simple, la temporalité c'est le rapport que chacun entretient au temps. Dans mes consultations, je suis toujours attentive à la façon dont une personne évoque son rapport au temps. Eh bien, je dirais qu'une personne qui va bien parvient à se mouvoir sur les 3 dimensions temporelles. Elle vit le présent, certes, mais elle se nourrit du passé, elle s'appuie sur une expérience du passé et elle se projette vers l'avenir, vers le projet d'avenir. À l'inverse, tous les troubles psychiques, même mineurs, attestent d'un mauvais rapport au temps, d'un déséquilibre ou d'un dysfonctionnement temporel. Prenons l'exemple d'une personne dépressive, elle sera davantage dans son passé, elle aura du mal à se projeter vers l'avenir et elle vivra mal, parfois même très difficilement le présent. Eh bien, ce constat vaut à l'échelle culturelle. Nous marchons dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Nous parlons, nous pensons, nous écrivons toujours de seconde main. Parce que d'autres, avant nous, ont parlé, ont pensé, ont écrit. Aujourd'hui, un état d'esprit se propage, selon lequel le présent ne doit rien au passé, et surtout ne peut rien attendre de l'avenir. De notre vieille tradition judéo-chrétienne, on ne perçoit plus que les dérives et les insuffisances,
Et du monde hyper-technologique de demain, on craint le pire. Ne reste que le présent. Le nu présent, comme l'appelle François Lecoq. Or, transmettre. Transmettre suppose un rapport confiant envers le passé comme envers l'avenir. Une alliance de fond entre le monde d'avant et le monde d'après. La transmission, qu'elle soit individuelle ou culturelle, s'appuie sur l'intuition profonde selon laquelle la vie peut avoir ses coups durs, ses accidents, mais fondamentalement, elle vaut le coup d'être vécue. Le monde est empli de dangers, mais il ne saurait dissuader le voyage. L'époque est incertaine, déconcertante, paradoxale, mais c'est la nôtre. Je voudrais ici, très brièvement, rapprocher l'idée de transmission de celle de la promesse. L'idée de transmission et l'idée de promesse. Sentez-vous déjà intuitivement des liens, des ponts, une complicité? On pourrait dire que, d'une certaine façon, transmettre, c'est promettre. Et promettre, c'est ouvrir le temps. Plus exactement, c'est ouvrir l'avenir du temps, en deux mots, l'avenir du temps. Transmettre, c'est révéler une possibilité d'être, une puissance d'être. Il est utopique de vouloir imposer à nos enfants et à nos élèves la tradition qui fut la nôtre, les rites, les usages qui nous ont façonnés. La promesse en question consiste à leur permettre de réinventer cette tradition et ses usages. On pense ici à Goethe. Ce que t'ont transmis tes ancêtres, reconquiert-le. Entendons, réapprends ce qui t'a été appris, repense par toi-même ce qui t'a été enseigné, reprends d'une main ce qui t'a été donné de l'autre. Reconquérir l'héritage, c'est constamment le réinventer, c'est y chercher une fécondité, un sens et un élan. C'est l'histoire d'une vie. À nous qui l'avons reçu, il revient, comme le fit ce monsieur Germain, instituteur d'Albert Camus, il revient de donner cette promesse et de la redonner à ceux qui nous entourent. Car elle n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle a besoin d'être confirmée, répétée, avec ce message implicite et somptueux. Toi qui es appelé à être, consens à porter la promesse de l'adulte que tu seras. Deviens ce que tu es, sois ce que tu deviens. Va, vis. Cette capacité à prodiguer la promesse autour de nous est à mon sens une forme élevée de l'amour. Je la crois rare, car elle suppose d'être dégagée de l'amour de soi. Et c'est peut-être, l'idée me venait en préparant cette conférence, c'est peut-être ce que Jean Kelevitch appelait la fine pointe de l'amour. L'éducation et la transmission ouvrent à la liberté. C'est un troisième point dans ma réflexion. Au siècle dernier, les lois civiques, religieuses, humaines, étaient totalement consensuelles. Elles dictaient les conduites et les consciences. Il était alors possible de traverser l'existence sans beaucoup la réfléchir. Pour guider action et réflexion, il y avait des catéchismes, il y avait des grammaires, il y avait des index. Il y avait donc la puissante tradition judéo-chrétienne, ses modèles, ses usages, ses rites. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons balayé, nous avons débarrassé, nous avons vidé la mer, comme dit Nietzsche. Nos vies se déroulent sur un fond de très grande libéralité. Et cette libéralité ambiante invite toute personne à se définir au cœur d'un imbroglio de repères confus et de lois qui se contredisent. Vivre sa vie, c'est avoir constamment à la décider et à la penser. Ici s'ouvrent les abîmes du doute et de l'anxiété. Est-ce possible? Est-ce permis?
Si c'est permis d'un côté et non de l'autre, que dois-je faire? Et si c'est permis et possible, est-ce bon pour moi? Est-ce que je veux? Comment envisager les conséquences de ce que je décide? Ce genre de questions jalonnent mes consultations. Autant le dire, nous ne savons plus très bien ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Nous ne savons plus très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Il arrive même que nous ne sachions plus très bien ce que nous faisons, ni pourquoi. Et nous avons des excuses. Il est bien difficile de penser le présent et l'avenir avec les idées d'hier. Nos cadres de compréhension sont souvent périmés. Il nous faudrait des catégories, des références, des mots même qui nous manquent. Ce n'est pas l'inconnu qui nous sidère, c'est l'impensé. Notez d'ailleurs au passage le déséquilibre contemporain entre l'intelligence collective mise au service de la science et de la technologie et la pauvreté de notre réflexion humaniste. Or, la force d'une culture ne repose pas que sur ses valeurs économiques ou technologiques. Je vais approcher la même idée avec d'autres mots. À chaque époque, quelque chose échappe, autour de quoi émergent et se dessinent des enjeux collectifs. Ceux autour de quoi se sont mobilisées les dernières générations, c'est incontestablement la quête démocratique de la liberté et de l'égalité. Il y a dans l'aventure de la fin du XXe siècle un héritage prodigieux, un progrès incontestable. Il est du côté du bien-être et de la prospérité. Il est du côté de l'émancipation individuelle, du déploiement du féminin, de l'augmentation de l'espérance de vie, de l'importance donnée aux minorités, de la liberté d'expression. En clair, nous vivons mieux et plus longtemps que les générations précédentes. Mais voyez-vous, cette liberté, récemment et rapidement, très rapidement conquise, nous a également fragilisés. Nous ne l'avons pas encore assimilée. Nous n'avons pas pris la mesure de ce à quoi elle engageait. Nous n'avons pas la maturité de notre liberté. De nos besoins, nous faisons des droits, et ces droits, nous les considérons comme des dus. Et si ces dus viennent à manquer, nous cherchons des dédommagements. Et si ces dédommagements ne viennent pas, nous nous tournons du côté de la procédure. Voilà où nous mène la spirale de notre individualisme avancé, à une tragique impasse humaniste. Ce que je décris, ce n'est pas le fait des autres, c'est aussi le nôtre. C'est un état d'esprit, certes plus ou moins marqué, mais qui subtilement et progressivement nous imprègne en profondeur. Eh bien, quelque chose doit changer. Cet individu avide de toutes les libertés, crispé sur toutes les égalités, cet individu ayant droit que nous sommes en train de devenir, doit s'effacer. Ce serait, en premier lieu, prendre la mesure des idéologies invisibles qui se propagent, au lieu de les prendre comme des vérités intemporelles. J'ai évoqué tout à l'heure le mythe de l'autonomie précoce ou de la précocité. Comme dans les années 70-80, il y a eu le mythe libertaire, souvenez-vous. Ce serait s'exercer à penser par soi-même, ce qui suppose d'établir des priorités, des reliefs, dans un monde extrêmement relatif, où tout se vaut, où tout est sur le même plan. Ce serait réapprendre à maintenir l'essentiel à sa place, ce que Jean XXIII considérait comme un critère de maturité. Jacques Carrière, à propos des ermites du mont Athos, parlait des veilleurs de l'essentiel. L'expression a quelque chose de magnifique, mais aussi de très stimulant. Comment veiller à l'essentiel, comment s'exercer à veiller à l'essentiel au cœur de la profusion des possibles, des permis et des apparences. Mais qu'est-ce que l'essentiel? Où est l'essentiel? Sait-on encore ce qui humanise et ce qui déshumanise?
Peut-on assurer que le mariage pour tous, l'homoparentalité, la liberté de mourir dignement, la question de l'euthanasie et du suicide assisté marquent une avancée pour l'humanité? Peut-on affirmer le contraire? Qui peut nous dire? Plus le champ des possibilités et des libertés humaines augmente, et plus la réflexion se complexifie, plus le discernement s'impose. Et sur le plan individuel, je fais le même constat. Plus une situation existentielle est atypique, plus elle exige de la maturité de la part de ceux qui la vivent, ce qui n'est pas toujours le cas. Dit avec d'autres mots, au temps de la morale qui apportait des réponses, voilà ce que je dois faire, c'est la loi, c'est la règle, a succédé le temps de l'éthique qui pose des questions. Que dois-je faire? Dans cette situation qui se présente à moi, comment agir au mieux? Au fond, nous avons conquis d'innombrables libertés dans d'innombrables domaines. Nous ne cessons de repousser l'horizon du permis et du possible. Nous pulvérisons les limites. Pourtant, il serait bon de nous rappeler que la condition humaine n'est pas sans condition. C'est la thèse développée par le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun et le bibliste André Vénin dans un petit livre magnifique que je vous recommande aussi, qui s'appelle « Des lois pour être humain ». Tout petit livre. Pour que notre humanité demeure, pour que l'histoire continue, nous avons à la protéger. Le philosophe Castoriadis disait qu'une société humaine montre son degré de civilisation à sa capacité de s'auto-limiter. Là, nous sommes en difficulté, tant sur le plan culturel qu'individuel. Notre époque pose l'illimité comme un progrès. Elle a beaucoup de mal à consentir à la limite. Nous retrouvons la question éducative et ce que nous avons dit tout à l'heure de la fondation. La liberté individuelle, intérieure, passe par une capacité à s'auto-limiter. Être libre, ce n'est pas avoir la permission, ce n'est pas pouvoir tout faire, tout dire, tout penser. Seuls les enfants font cette confusion. Mais nous, adultes, nous ne pouvons plus confondre libéralité et liberté. La libéralité est une question de société, la liberté est un chemin intérieur, éminemment personnel, un chemin fragile, incertain, toujours en passe de s'égarer. Notre libéralité ambiante, dans notre libéralité ambiante, il y a aujourd'hui une urgence à penser l'usage de nos libertés. Les chemins de la liberté ouvrent à la question de la spiritualité. Et tout ce que nous avons dit jusqu'ici devait mener à ce seuil. Nous allons le franchir. Nous disions tout à l'heure qu'on ne choisit pas l'époque où on arrive au monde. Eh bien, nous sommes venus au monde et nous vivons dans une société très matérialiste. Nous sommes épris d'un bonheur terrestre. Nous sommes soucieux de sécurité et de confort. Nous sommes crispés sur nos acquis sociaux et nos vacances. Nous sommes préoccupés de nos divertissements, de nos consommations. Nous sommes dépendants de nos technologies et de nos réseaux sociaux. Nous nous tenons tour à tour avides et encombrés d'un marché qui nous vend de la matière en nous faisant croire que nous gagnons de l'être. Et nous avons la faiblesse de le croire. Bref, nous avons pris la Terre comme unique résidence. Notre principale préoccupation, c'est de durer ici-bas le plus possible et le mieux possible. Nous en oublions les valeurs de l'esprit. Nous sommes des Occidentaux du XXIe siècle. Vous pourriez dire qu'on se débrouille très bien sans vie spirituelle. Vous pourriez dire aussi qu'il existe une spiritualité éparse dans le siècle et qu'après tout, il revient à chacun de la chercher et d'en saupoudrer un peu sa vie.
Oui. Mais peut-on en rester là? D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de spiritualité? C'est un mot qui commence à courir un peu partout, sur toutes les lèvres, et je pense que chacun y met des réalités différentes. Je vais donc parler de la façon dont moi je peux parler de la spiritualité. Et je vais différencier ici, pour ne pas les confondre, 3 espaces. Celui de la pratique religieuse, avec ses appartenances, ses rites, ses usages. Celui de la croyance elle-même, avec ses dogmes. Et celui de la vie, de l'esprit, je l'appelle spiritualité. Je n'ai aucune légitimité pour parler des 2 premiers espaces. Je ne suis pas théologienne et je ne parle pas ici au nom d'une foi. En revanche, il n'est pas une journée de consultation qui ne m'invite vers la 3e. Voici pourquoi. Il existe aujourd'hui de nouvelles formes de souffrance psychique qui ne sont pas étrangères à l'effondrement des valeurs spirituelles. On pourrait presque parler de maladie de l'âme. Les personnes qui souffrent de ces maladies, souvent ne le savent pas. Elles sont repues de nourriture terrestre, mais elles semblent par ailleurs profondément dénutries sur le plan spirituel. Elles s'en tiennent à l'ici-bas de la vie et se trouvent dans l'incapacité de percevoir un arrière-plan, une invisibilité des choses, une dimension symbolique non matérielle. Ces maladies de l'âme sont extrêmement banales et nous les connaissons. C'est l'ennui, la morosité, l'aquabon, qui peut se dévoyer du côté de la violence. C'est cette fatigue de soi dont parle Alain Ehrenberg, qui peut aller jusqu'à la dépression. Ce sont aussi les multiples addictions qui sont des toxicomanies sans objet. C'est aussi l'obésité croissante, le suicide exponentiel chez les adolescents et les personnes âgées. C'est l'horreur du vieillissement, c'est la mort honteuse. Ces formes de mal-être, plus ou moins graves, hurlent le même message. Sans la vie de l'esprit, il n'y a plus de sens. Et s'il n'y a plus de sens, vivre devient très difficile. C'est ce que j'entends souvent. Où est le sens de ma vie? En quoi suis-je utile? À quoi je sers? Sans rien qui le dépasse, l'homme est voué à la chute. Il tombe en lui-même. Qu'est-ce que lui-même? C'est un lieu de plus en plus restreint, de plus en plus bas. C'est un petit lieu. Était-ce mieux avant? Personne ne l'affirmerait. La période que nous vivons est passionnante, contrastée, nous le disions tout à l'heure, formidablement mutative. Néanmoins, un des aspects qui la caractérise, c'est la prééminence de sa dimension marchande, économique, et son enlisement dans la matière et sa misère spirituelle. Tout est si relatif que plus rien n'étonne, tout va si vite que plus rien ne retient, tout est donné si facilement que plus rien ne se conquiert, tout se vaut, tout est sur le même plan. Le roi s'ennuie. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'ennuient. On retrouve ici une question déjà soulevée. Qu'est-ce qui fait la force et le goût de vivre? Pourquoi, face à une épreuve, un accident, un deuil, une personne fera face quand une autre s'effondrera? Qu'est-ce qui fait que certains donnent l'impression de s'accomplir, de se déployer au fil de la vie, alors que d'autres s'assombrissent et restreignent le champ de leur existence? Certes, nous avons un patrimoine génétique différent. Les destins ne sont pas les mêmes, ni les épreuves, ni les difficultés rencontrées. Mais au-delà des événements de la vie eux-mêmes, à quoi tient l'inégalité de la force de vivre? Tout à l'heure, j'évoquais la capacité d'affronter le réel. Je maintiens. Mais j'ajoute l'aptitude à transcender ce réel. Affronter le réel et le transcender. Garder les yeux ouverts, mais les porter un peu plus loin, un peu plus haut.
Ici encore, je vais dire les choses autrement. Nous le sentons. Nous ne pouvons pas ne pas le sentir. Une part du réel ne nous est pas donnée. Il y a quelque chose d'illisible et d'impensable depuis l'ordinaire de nos vies. Ce serait comme un point de fuite dans un tableau, un point non figuré, par quoi l'ensemble s'organise et prend sens. Il y a en chacun de nous un point d'extension infinie. Eh bien, la vie de l'esprit, la vie spirituelle, nous rejoint en ce point d'infini et cherche à nous mener plus loin. Elle est un élan vers le lointain qui est aussi le mystère. Le mystère, ce n'est pas le secret ou le non-dit, c'est ce qui introduit à une autre dimension du réel. Mysterium, introduire. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci. On ne peut pas commander le vent, mais on peut laisser la fenêtre ouverte. De la même façon, on ne peut pas commander la vie de l'esprit, mais on peut maintenir l'ouvert en nous, en l'autre. Eh bien, transcender le réel, ce serait ça, maintenir l'ouvert, l'esprit ouvert. Ce serait tenter de voir un peu plus loin que le bout de nos vies, créer ici ou là des échappées hors de notre matérialisme ambiant. Ce serait se laisser soulever par une musique, une lecture, s'émerveiller d'un paysage, d'un tableau, se troubler d'un sourire, d'une parole, d'une rencontre. Ce serait suggérer à un enfant ou un élève qu'il existe un ordre plus grand, un arrière-plan ineffable. Ce serait s'exercer à donner des biens immatériels et à les recevoir. Le temps, par exemple. Ce serait tendre vers l'énigme d'une personne aimée sans chercher à la comprendre. Ce serait honorer le sacré, celui du temps et celui des lieux, comme le rappel d'un autre temps ou d'un autre lieu auquel nous n'avons pas accès. S'ouvrir aux transcendances, ce serait simplement pressentir qu'au bord de la réalité, quelque chose du monde échappe, comme un ordre plus grand, un arrière-plan inouï. Et c'est peut-être ce que Gabriel Ringlet formulait de façon si simple, de l'ici faire un au-delà. L'ouverture spirituelle ou le pressentiment d'un mystère. Si cette ouverture spirituelle est aussi nécessaire, c'est qu'elle nous transforme, c'est qu'elle nous mène au dehors de nous-mêmes pour nous ramener au dedans et augmenter notre capacité d'être. Il ne saurait être question de refuser toute forme de matérialisme. Nous sommes matière et nos vies le sont, et notre époque, je vous le disais, plus que jamais l'est. Mais plutôt d'alléger cette matière à laquelle nous sommes voués, et parfois, lorsque c'est possible, la spiritualiser, la poétiser, la sacraliser, la transcender. Voyez-vous, je crois vraiment, je crois du fond d'une expérience longue auprès des souffrances humaines, je crois que sans cette vie de l'esprit qui est un élan, une élévation, l'homme est en danger, l'humain de l'homme est en danger. Je vais m'arrêter. Juste quelques mots encore. Éduquer, transmettre, apprendre l'usage des libertés, ouvrir à la vie de l'esprit. Avons-nous les moyens d'un tel programme? Nous connaissons, peut-être pas tous, mais beaucoup, cette jolie histoire du colibri du philosophe Pierre Rabhi. Vous la connaissez? Je ne la raconte pas ou je la raconte? Écoutez, beaucoup d'entre vous doivent la connaître, mais elle est si jolie que j'ai toujours un plaisir à la raconter. Et puis elle est très courte. Une forêt est en feu.
Non loin de là, un petit colibri se déplace d'une source à la forêt en feu, sur laquelle il laisse tomber quelques gouttes d'eau. Il va et il vient. Il ne ménage pas sa fatigue, jusqu'à ce que quelqu'un lui demande en riant « Hé, colibri, espères-tu avec tes 3 gouttes d'eau éteindre l'incendie ?» Et sans s'arrêter, le colibri répond « Je ne sais pas, je fais ma part. » Il y a une autre histoire, moins connue, tout aussi courte. Je fais le pari que vous ne la connaissez pas. Elle est racontée par Catherine Chalier dans son très beau livre « Lire la Torah ». La voici. Un roi demande à son fils de hisser un rocher immense qui se trouve dans la cour du château, jusqu'au premier étage du palais. Mais le rocher est de telle proportion qu'il est impossible de le faire bouger. Le fils, désespéré, renonce. Et quand le roi l'interroge, le fils explique que c'était impossible. Alors, le roi a cette réponse. « Mais comment pouvais-tu croire que je te demandais l'impossible ? T'ai-je demandé de transporter le rocher dans son entièreté ? Si tu avais pris un marteau pour découper des petits morceaux de ce rocher, tu aurais réussi peu à peu à accomplir cette tâche. » Eh bien, ce matin, journée de pré-rentrée pour vous tous, je vous propose de rapprocher ces 2 histoires. Éteindre un brasier, déplacer un énorme rocher, relève de nos capacités. Je reprends, parce que je fais un lapsus. Moi, je m'interroge sur mon lapsus, mais comme je ne trouverai pas tout de suite la réponse, je chercherai après. Éteindre un brasier, déplacer un énorme rocher ne relève pas de nos capacités. Mais lâcher quelques gouttes d'eau ou découper un peu du rocher pour le déplacer, c'est possible. Et c'est peut-être notre part à accomplir. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.